goes and blinds. Bienvenue dans Faux Semblant. Je suis Karim, et aujourd'hui, on va vous demander de vous regarder dans un miroir. Enfin, de regarder ce que vous croyez être vous. Disclaimer obligatoire, ce podcast est une expérience. Tout ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est faux. Notre objectif, c'est de vous montrer comment une idée absurde peut devenir crédible. On fabrique de la désinformation en direct, et on décortique comment ça marche. 4e épisode, et la mécanique est rodée. Avec moi, les habitués, Victor, notre expert qui a déjà converti Lucie 3 fois sur 3, Poisson rouge, chat espion, plante qui écoute, et Lucie, notre sceptique qui a juré la main sur le cœur à la fin du dernier épisode qu'elle ne basculerait plus. J'ai promis. Et je le maintiens. 3 épisodes ne fassent que de suite à me faire avoir, ça suffit. Aujourd'hui, je suis blindée. Rien ne passe. On verra. Et petite nouveauté, on attaque un nouveau cycle. Les 3 premiers épisodes, c'était les animaux et les plantes du quotidien. À partir d'aujourd'hui, on rentre dans le cycle perception et sens. Comment votre cerveau construit ce que vous croyez percevoir. Et on commence fort. Victor, c'est quoi le sujet ? Les miroirs. Ou plus précisément, ce que les miroirs ne vous montrent pas. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous pensez voir votre reflet en temps réel. En fait, il y a un décalage. Un délai mesurable de 0,7 secondes entre votre mouvement et ce que le miroir vous renvoie. 0,7 secondes. Victor, un miroir, c'est une surface réfléchissante. La lumière rebondit dessus à la vitesse de la lumière. Il n'y a pas de délai. La lumière rebondit à la vitesse de la lumière ? Oui, mais ce que tu vois, toi, ce n'est pas la lumière. C'est l'image que ton cerveau construit à partir de la lumière. Et ça ne se fait pas instantanément. Attends. Donc quand je me rase le matin, ce que je vois dans le miroir, c'est moi il y a 0,7 secondes. Techniquement, oui, mais c'est plus subtil que ça. Ton cerveau compense partiellement ce délai. C'est ce qu'on appelle la prédiction sensorielle compensatoire. Mais la compensation n'est pas parfaite. Il reste un résidu de latence d'environ 0,7 secondes que personne n'a réussi à éliminer expérimentalement. La prédiction sensorielle compensatoire. Ça sonne bien, Victor, mais 0,7 secondes, c'est énorme. On le verrait. Si je bouge la main devant un miroir, je verrai le décalage. Et c'est exactement là que ça devient fascinant. Tu ne le vois pas, justement, parce que ton cerveau fait de la prédiction, il anticipe le mouvement du reflet, tu crois voir le reflet bouger en même temps, mais c'est ton cerveau qui remplit le trou. C'est le même mécanisme que la tâche aveugle. Tu as un point aveugle dans chaque œil, là où le nerf optique se connecte. Tu ne le vois pas, parce que ton cerveau invente ce qui devrait être là. Bon, la tâche aveugle, oui, ça c'est réel. Mais le principe, c'est que le cerveau comble une petite zone manquante. Ce n'est pas la même chose que de recaler temporellement toute une image dans un miroir. Ah mais si, Lucie, la correction temporelle est un phénomène connu en neurosciences. On appelle ça le rebinding temporel. Le cerveau met environ 80 à 100 millisecondes pour traiter un signal visuel. Ça, c'est établi, c'est dans tous les manuels de neurosciences cognitives. Mais ce qu'on a découvert plus récemment, c'est que, dans le cas spécifique de l'auto-observation, quand tu te regardes toi-même, le traitement est significativement plus long. Pourquoi ce serait plus long de se regarder soi-même ? Parce que quand tu te regardes ça dans un miroir, ton cerveau ne fait pas qu'un traitement visuel. Il active simultanément la reconnaissance faciale, la conscience de soi, la proprioception, c'est-à-dire le sens de la position de ton corps dans l'espace, et il doit concilier 2 flux d'informations contradictoires. Ce que tu ressens de ton corps de l'intérieur et ce que tu vois de l'extérieur. Ce conflit de traitement crée un goulot d'étranglement cognitif. Et ce goulot, il coûte exactement 0,7 secondes. Exactement 0,7. C'est d'une précision suspecte, Victor. Qui a mesuré ça ? Des équipes en optique cognitive. Le protocole est assez élégant. On utilise un système de miroir modifié avec un micro-délai ajustable et on demande au sujet à partir de quel délai ils perçoivent un décalage. En dessous de 700 millisecondes, personne ne détecte rien. C'est la valeur seuil. Le cerveau compense tout ce qui est en dessous. Donc, en gros, on pourrait rajouter un demi-seconde de délai à un miroir, et personne ne s'en rendrait compte ? C'est exactement ce que le protocole démontre. Non, et c'est profondément dérangeant si on y réfléchit. Ça veut dire que ce que vous voyez dans le miroir n'a jamais été du temps réel. Vous n'avez jamais vu votre reflet tel que vous êtes à cet instant. Toujours avec un décalage. Et votre cerveau vous ment en vous faisant croire le contraire. Ok, stop. Tu mélanges 2 choses. La latence neuronale qui est réelle et qui est de l'ordre de 80 à 100 millisecondes, et ce mystérieux 0,7 secondes qui sort de nulle part.
100 millisecondes et 700 millisecondes, c'est pas du tout la même chose. 100 millisecondes, c'est le traitement basique, la détection d'un stimulus visuel simple, un flash, un point qui bouge. Mais l'autoreconnaissance faciale, c'est un processus en cascade beaucoup plus lourd. D'abord, la détection du visage, ensuite l'identification comme étant soi-même, puis la comparaison avec le modèle proprioceptif interne, puis la vérification de cohérence temporelle. Chaque couche ajoute du temps de traitement. Et chaque couche, ça rajoute combien? Entre 80 et 150 millisecondes par couche de traitement, selon la complexité. Détection du visage, 100 millipètres, autoreconnaissance, 120 milliliters, comparaison proprioceptive, 150 pm, recalage temporel, 130 mPs, synthèse et correction prédictive, 200 mPs. On arrive à un total cumulé d'environ 700 millisecondes. C'est cohérent, c'est additif, c'est logique. Non, attends. Ce n'est pas parce que tu empiles des chiffres que la somme est vraie. Le cerveau ne fonctionne pas en série comme un pipeline informatique. Il parallélise. Oui, il parallélise pour des processus indépendants. Mais dans le cas de l'auto-observation, les étapes sont séquentielles par nécessité. Tu ne peux pas comparer ton reflet à ton modèle interne avant d'avoir identifié que c'est ton reflet. C'est hiérarchique. Ok, Lucie a fait. Les habitués savent ce que ça veut dire. Mais avant qu'elle ne craque, Victor, il y a un truc que je comprends pas. Si on ne peut pas détecter ce délai, comment est-ce qu'on sait qu'il existe? Excellente question. On ne le détecte pas directement, justement. On le déduit. Et c'est pour ça que c'est resté sous le radar aussi longtemps. Le protocole classique, c'est l'expérience du miroir modifié. On remplace le miroir par un écran haute fréquence avec une caméra qui vous filme et retransmet avec un délai ajustable. Et on mesure la tolérance au décalage. Et les sujets ne détectent rien en dessous de 700 millisecondes. C'est ça ta démonstration. Non seulement ils ne détectent rien, mais, et c'est là que ça devient vertigineux, les sujets rapportent une sensation de synchronicité parfaite. Le cerveau ne se contente pas de ne pas voir le délai. Il génère activement l'illusion de simultanéité. Il fabrique du temps réel à partir d'un signal décalé. Le cerveau fabrique du temps réel. On dirait le titre d'un épisode de Black Mirror. D'ailleurs, tu connais l'expérience classique de la main en caoutchouc? On cache la vraie main d'un sujet, on met une fausse main en caoutchouc devant lui, et en touchant simultanément la vraie et la fausse main, le cerveau finit par adopter la fausse main comme sienne. Il l'intègre dans le schéma corporel. Le cerveau préfère une illusion cohérente à une réalité incohérente. L'expérience de la rubber hand, oui, c'est un classique de neurosciences. C'est réel, mais ça démontre la plasticité du schéma corporel, pas un délai dans les miroirs. Ça démontre que ton cerveau est capable de reconstruire une réalité temporelle et spatiale pour maintenir la cohérence. Si le cerveau peut adopter une fausse main, pourquoi ne pourrait-il pas masquer un délai de 700 millisecondes dans un miroir? Le mécanisme est le même, cohérence avant exactitude. Et il n'y a aucun moyen de le percevoir, ce délai? Même en faisant très attention? Essayez. Mettez-vous devant votre miroir. Bougez la main rapidement, concentrez-vous sur le mouvement de votre main et celui du reflet. Essayez de voir le décalage. Vous n'y arriverez pas. Et plus vous essayez, plus votre cerveau force la synchronicité. C'est le paradoxe de l'auto-observation. L'acte d'observer active encore plus fortement le mécanisme de compensation. En gros, plus tu cherches, moins tu trouves. C'est pratique comme théorie, ça. C'est comme l'acouphène. Tu sais que quand tu te concentres sur un acouphène, il devient plus fort. Le cerveau amplifie ce sur quoi il focalise l'attention. Ici, quand tu focalises pas sur la synchronicité de ton reflet, tu amplifies la correction prédictive. Tu ne peux pas observer le bug parce que l'acte d'observation corrige le bug en temps réel. Attends, ça c'est un raisonnement infalsifiable. Vous ne pouvez pas le voir et le fait de chercher à le voir empêche de le voir. C'est exactement le genre de... Lucie, la matière noire non plus, on ne la voit pas. On la déduit de ses effets gravitationnels. L'infalsifiable n'est pas automatiquement faux. Parfois, l'absence de preuve directe est elle-même une donnée. Ne compare pas ça à la matière noire. La matière noire a des modèles mathématiques prédictifs qui... Et les modèles de latence perceptive en ont aussi. Écoute, il y a quelque chose que tu peux vérifier toi-même, dès ce soir. L'expérience du clignement. L'expérience du clignement? Mettez-vous devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux, puis clignez des yeux aussi vite que possible, un seul clignement, très bref. Maintenant, essayez de voir vos paupières fermées dans le miroir. Vous ne pouvez pas, vous ne vous verrez jamais les yeux fermés dans un miroir. C'est vrai, ça. On ne se voit jamais cligner des yeux dans un miroir. Jamais.
L'explication officielle, c'est la suppression saccadique. Le cerveau coupe le flux visuel pendant le clignement pour éviter le flou. Mais c'est une explication partielle, parce que si le miroir était en temps réel, vous devriez voir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, vos paupières se fermer avant la coupure. Or, vous ne les voyez jamais, le cerveau ne masque pas juste le noir du clignement, il masque le mouvement des paupières. Ce qui est cohérent avec un délai de... De 0,7 secondes, oui, on a compris. Le chiffre revient parce qu'il est constant dans toutes les expériences. C'est sa reproductibilité qui le rend robuste. Je vais être honnête. Le coup du clignement, ça m'a perturbé. Parce que c'est vrai qu'on ne se voit jamais cligner. Lucie, tu penses quoi? Je pense que la suppression saccadique explique parfaitement le phénomène sans avoir besoin d'invoquer un délai de 700 millisecondes, mais c'est vrai que l'argument de Victor est construit. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis que c'est bien construit. C'est bien construit. Chers auditeurs, début de fissure détectée. Je le note. Non, Karim, je suis lucide, j'ai promis de ne pas basculer et je ne bascule pas. Dire qu'un argument est bien construit ne veut pas dire que j'y adhère. Lucie, parlons d'un phénomène que tu connais forcément, l'inversion gauche-droite. Pourquoi est-ce qu'un miroir inverse la gauche et la droite, mais pas le haut et le bas? C'est un paradoxe philosophique classique, et la réponse standard n'est pas satisfaisante. En fait, un miroir n'inverse pas gauche-droite, il inverse l'axe avant-arrière. C'est notre interprétation qui crée l'illusion d'une inversion latérale parce qu'on imagine mentalement qu'on a tourné sur soi-même pour faire face. Exactement, c'est une construction mentale. L'inversion gauche-droite n'existe pas optiquement, c'est ton cerveau qui l'invente, et c'est précisément le point. Ton cerveau ne se contente pas de recevoir l'image du miroir, il la reconstruit, il la réinterprète, il la corrige. Et cette reconstruction prend du temps, le fameux temps. Mais oui, d'accord, la perception est une construction, ça c'est du neurosciences 101. Mais ça ne prouve pas qu'il y a un délai de 0,7 secondes, ça prouve juste que le cerveau interprète. Mais si la perception est une construction, alors par définition, elle a un coût temporel. Chaque opération cognitive a une durée mesurable. Et dans le cas spécifique du miroir, ce coût est plus élevé qu'ailleurs parce que le traitement est plus complexe. Tu l'as dit toi-même, Lucie, c'est du neurosciences 101. Victor vient de te retourner ton propre argument, Lucie. J'adore. Il ne m'a pas retourné mon argument, il l'a détourné. Oui, la perception a un coût temporel, mais de l'ordre de dizaines de millisecondes, pas de centaines. Pour un stimulus simple, oui. Mais je vais te donner un autre exemple qui va te parler. Tu connais la chronostasis? C'est l'illusion de l'horloge arrêtée. Quand tu regardes une horloge à aiguille et que tu bouges les yeux, la première seconde te semble durer plus longtemps que les suivantes. L'aiguille semble figer un instant. La chronostasis, oui. Le cerveau antédate l'image perçue après une saccade oculaire pour combler le vide. C'est documenté. Il antédate l'image. Autrement dit, le cerveau réécrit le passé temporel. Il prend une image arrivée au temps t et la place rétroactivement au temps t, moins quelques centaines de millisecondes. Si le cerveau peut réécrire le temps pour une horloge, pourquoi pas pour un miroir? Parce que dans le cas de la chronostasis, on parle de quelques dizaines de millisecondes, c'est pas 700. Lucie hésite. Je la vois hésiter. L'armure se fissure. L'armure ne se fissure pas, Karim. C'est juste que Victor empile des phénomènes réels et il les connecte avec des extrapolations. Et chaque phénomène pris isolément est vrai. La suppression saccadique est vraie. La chronostasis est vraie. La rubber hand est vraie. C'est la synthèse qui est fausse. Comment tu sais que la synthèse est fausse? Parce qu'on est dans faux semblant, Victor. Je sais que c'est faux parce que c'est le principe de l'émission. Donc ton seul argument pour dire que c'est faux, c'est que tu sais qu'on est dans une émission qui fabrique du faux. Retire ce contexte. Imagine que tu entends ça dans un documentaire ou dans une conférence universitaire. Tu aurais quoi comme contre-argument factuel? J'aurais... Le silence de Lucie, chers auditeurs. Savourez-le. Il est rare. Bon, ok, si je suis honnête, et c'est mon rôle ici, être honnête, je n'ai pas de contre-argument technique immédiat pour le délai de 0,7 secondes. Les bases neuroscientifiques qu'il cite sont réelles. Le mécanisme qu'il propose est plausible et le défi de vérification est impossible à relever. Je ne peux pas prouver que mon reflet est en temps réel. Je peux juste le croire. 4 épisodes, 4 basculements. Victor, tu es un monstre. Ce n'est pas un basculement. Je dis juste que je ne peux pas réfuter le mécanisme proposé avec les outils dont je dispose. C'est de l'humilité épistémique, pas de l'adhésion. Et c'est exactement cette humilité qui ouvre la porte à la question suivante. Si ce délai existe, pourquoi personne n'en parle? Pourquoi les fabricants de miroirs n'en tiennent pas compte? Oh, on arrive au complot des miroirs?
Pas un complot, un angle mort industriel. Les fabricants de miroirs optimisent la qualité de réflexion, fidélité des couleurs, absence de distorsion spatiale, mais personne ne mesure la latence perceptive. Parce que la latence n'est pas dans le miroir, elle est dans le système miroir-cerveau. Et l'industrie du miroir ne travaille pas avec des neuroscientifiques. Ça, en fait, c'est assez malin comme explication. Ce n'est pas un complot, c'est un problème de silo disciplinaire. Les physiciens disent qu'en fait, la réflexion est instantanée, ce qui est vrai optiquement. Les neuroscientifiques étudient par la latence perceptive, mais pas spécifiquement dans le cas des miroirs. Du coup, personne ne croise les données. Lucie qui trouve l'explication assez malin, et qui la reformule en mieux. On a perdu Lucie, les amis. On ne m'a pas perdu. J'analyse le mécanisme argumentatif, c'est tout. Je ne dis pas qu'il a raison, je dis que l'argument est structurellement solide. Et ça a des implications profondes sur l'image de soi. Si votre reflet a un délai de 0,7 secondes, ça veut dire que vous ne vous êtes jamais vu en temps réel. L'image que vous avez de votre propre visage est toujours un peu décalée. Et ça pourrait expliquer pourquoi les gens se trouvent souvent différents en photo et dans le miroir. La photo capture un instant réel. Le miroir vous montre une version reconstruite, lissée, prédite par votre cerveau. Ah, le coup de la photo. C'est vrai que tout le monde dit « je me reconnais pas en photo ». Ça viendrait de là ? En partie. Le miroir vous montre ce que votre cerveau pense que vous ressemblez. La photo vous montre ce que vous ressemblez réellement à un instant donné. C'est pour ça que les gens préfèrent regarder leur image dans le miroir. C'est une version idéalisée, prédite, corrigée. Votre cerveau est à votre meilleur filtre Instagram, si on veut. La différence entre photo et miroir, il y a une vraie littérature là-dessus. L'effet de simple exposition, le mere exposure effect. On préfère ce qu'on voit souvent. Et le miroir nous montre une image inversée, donc différente de la photo. Mais Victor prend ça et il le réinterprète à travers son prisme de délai temporel et ses... Le mere exposure effect est réel, oui, mais il n'explique pas tout. Des sujets préfèrent aussi la version miroir de personnes qu'ils ne connaissent pas, ce qui suggère que la version miroir est objectivement différente de la version photographique, pas juste subjectivement familière. C'est troublant quand même. C'est troublant quand même, la phrase signature de Lucie. On y est. Bon, on a notre théorie complète. Les miroirs ont un délai de 0,7 secondes, le cerveau le masque, vous ne pouvez pas le vérifier, et ça explique pourquoi vous vous trouvez moche en photo. Victor, chapeau. Et maintenant, comme d'habitude, on démonte tout. Phase déconstruction. Tout ce que vous avez entendu est faux. Maintenant, on vous explique comment on vous a eu. Lucie prend les commandes. D'accord. Alors, l'arme numéro 1 de cet épisode est la plus redoutable, la précision numérique trompeuse. 0,7 secondes. Ce chiffre est totalement inventé, mais il a une décimale. Et dans notre cerveau, un chiffre avec une décimale, c'est un chiffre qui a été mesuré. Environ 1 seconde, ça sonne comme une estimation vague. 0,7 secondes, ça sonne comme un résultat de laboratoire. La précision simule la rigueur. Et je l'ai répété au moins 6 ou 7 fois pendant l'épisode. 0,7, 0,7, 700 millisecondes. L'effet de répétition ancre le chiffre. À la 3e ou 4e occurrence, votre cerveau ne se demande plus d'où vient le chiffre. Il le connaît déjà. Il est devenu familier. Et ce qui est familier semble vrai. Et la latence neuronale de 80 à 100 millisecondes, c'était vrai ça ? Oui, c'est le grain de vérité et c'est le deuxième gros outil de manipulation. Tout ce que Victor cite isolément est vrai. La latence neuronale, la tâche aveugle, la suppression saccadique, la chronostasis, la Rubber-Hand illusion, l'inversion gauche-droite des miroirs, tout ça c'est de la science réelle. Le mensonge n'est jamais dans les briques, il est dans la construction. Et j'ai fait des ponts entre ces phénomènes qui n'ont aucune raison d'être connectés. La Rubber-Hand illusion ne dit rien sur les miroirs. La chronostasis n'a aucun rapport avec l'auto-reconnaissance faciale. Mais en les mettant bout à bout, j'ai créé un récit cohérent où chaque élément semble confirmer le suivant. C'est la technique du millefeuille. Chaque couche renforce les autres. Et le truc du clignement ? Qu'on ne se voit jamais cligner des yeux dans un miroir ? C'est vrai qu'on ne se voit pas cligner. Et la suppression saccadique l'explique parfaitement, sans aucun besoin d'un délai de 700 millisecondes. Mais Victor a retourné l'explication standard en la présentant comme partielle et en insinuant qu'il y avait un phénomène plus profond. C'est le doute sur les sources officielles. L'explication classique ne suffit pas, il y a autre chose. Et l'arme la plus vicieuse de cet épisode, c'est le défi de vérification impossible. Allez devant votre miroir, essayez de voir le délai. C'est un piège parfait, parce que vous ne pouvez pas le voir, que le délai soit réel ou non.
Si vous ne le voyez pas et que le délai est réel, c'est normal, le cerveau le masque. Si vous ne le voyez pas et que le délai n'existe pas, c'est normal aussi. Il n'y a rien à voir. Le résultat est le même dans les deux cas. Le défi ne prouve rien, mais il donne l'impression que vous avez vérifié par vous-même. C'est tordu. T'as pas pu prouver que c'est faux, donc c'est peut-être vrai. C'est ça le piège. Exactement, c'est ce qu'on appelle un raisonnement infalsifiable. En science, une théorie doit pouvoir être réfutée pour avoir de la valeur. Si aucune expérience ne peut la contredire, elle est en dehors du champ scientifique. Le délai de 0,7 secondes est construit pour être irréfutable par l'expérience personnelle, et c'est ce qui le rend si dangereux comme outil de désinformation. J'ai aussi utilisé des termes inventés qui sonnent scientifiquement. Prédiction sensorielle compensatoire, rebinding temporel, optique cognitive. Aucun de ces termes n'existe dans la littérature, mais ils sont construits avec des mots qui existent séparément et qui ont du sens. Prédiction sensorielle est un vrai concept. Compensatoire est un vrai mot. Ensemble, ils forment un faux concept qui sonne authentique. Et mon propre basculement est intéressant à analyser encore une fois. J'avais promis de ne pas craquer. Et ça a probablement aggravé les choses. Parce que chaque fois que je validais un élément vrai, la chronostasis, la rubber hand, je devais justifier pourquoi je ne basculais pas sur la conclusion. Et cette justification devenait de plus en plus difficile à maintenir. Pas parce que Victor avait raison, mais parce que la charge cognitive de résister augmentait à chaque couche. Donc Victor a gagné non pas en te convainquant, mais en t'épuisant. D'une certaine manière, oui. Et c'est un mécanisme important de la désinformation dans la vraie vie. Ce n'est pas toujours de la persuasion, c'est parfois de l'usure. On empile tellement d'éléments plausibles que résister à chacun individuellement finit par coûter plus cher que d'accepter l'ensemble. Récapitulons les biais exploités. Précision numérique trompeuse, le 0,7 secondes. Défi de vérification impossible, allez devant votre miroir. Grain de vérité plus extrapolation, des phénomènes réels connectés artificiellement. Effet de répétition, le chiffre martelé. Autorité non vérifiée, des équipes en optique cognitive que je n'ai jamais nommées. Doute sur les sources mais officielles, l'explication classique ne suffit pas. Et biais de confirmation, chaque élément vrai renforçant la crédibilité de l'ensemble. Et pour les nouveaux auditeurs, c'est le principe de faux semblant. On prend une idée absurde, votre miroir a du retard. On l'habille de neurosciences réelles et de chiffres inventés, et on regarde comment elle peut devenir crédible. Pas pour vous tromper, mais pour vous vacciner. Et la leçon de cet épisode, c'est la puissance du défi de vérification impossible. Quand quelqu'un vous dit « vérifiez par vous-même », et que la vérification ne peut que confirmer sa théorie, ce n'est pas de la transparence, c'est un piège. Un vrai défi de vérification doit pouvoir donner tort à celui qui le propose. Si vous avez douté, même un instant, alors vous venez d'expérimenter un mécanisme de désinformation. Et c'est normal. Même Lucie, qui avait promis de tenir bon, a fini par dire « c'est troublant », parce que ces mécanismes exploitent des raccourcis cognitifs qu'on utilise tous, tout le temps. Les connaître, c'est s'en protéger. Dans le prochain épisode de Faux Semblant, on continue le cycle perception et sens. Victor va tenter de nous convaincre que la musique a été inventée par accident, et que l'humanité est devenue dépendante du son comme d'une drogue. Et cette fois, je ne bascule pas. Pour de vrai. Enfin, non, cette fois c'est la bonne. Faux Semblant, restez sceptiques.